Saint-Pétersbourg 2023, une poignée de main silencieuse fissure l'équilibre. Septembre 2025, un pacte à Ouagadougou bouscule les chancelleries. Deux dates, deux gestes sans tir. L'une déclenche la question qui gronde de Bamako à Niamey, l'autre installe une architecture, défense, spatiale, énergie, que l'Occident suit désormais avec l'anxiété d'un trader. Que signifie, pour chacun, quand l'Afrique cesse de demander la permission et qu'Ibrahim Traoré parle d'une souveraineté institutionnalisée, non poétique, mais stratégique. À partir d'ici, une certitude, si une simple poignée fait trembler les marchés, un système conçu au Sahel peut faire bouger des alliances entières. L'histoire que tu vas entendre n'est pas une chronique exotique du Sahel, c'est une équation de pouvoir. Depuis la poignée de main d'Ibrahim Traoré à Saint-Pétersbourg, jusqu'à la signature de la déclaration de Ouagadougou, un fil constant se tisse, celui d'une Afrique qui apprend à chiffrer sa propre autonomie. L'enjeu dépasse la diplomatie. Il s'agit de savoir si un continent peut transformer la dignité en capacité, le symbole en système. Ce récit promet de décoder comment un partenariat évalué à 45 milliards de dollars s'est mué en modèle de redistribution, où chaque tonne d'or ou d'uranium nourrit désormais les trésors africains plutôt que les comptes offshore. Mais derrière les chiffres se cache une tension plus fine. La souveraineté peut-elle être exportée comme une technologie ? Reste avec moi. Dans les minutes qui suivent, les données, les dates et les voix vont montrer pourquoi cette expérience du Sahel défie la logique même des dépendances. Le 15 septembre 2025, 3 signatures ont transformé un continent. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tani ont apposé leur nom sous un traité que Moscou appelle « bouclier africain ». Les chiffres sont immédiats. 1,2 milliard USD d'investissement initial, 3 centres de commandement conjoints et un programme spatial partagé via Roscosmos. À cet instant précis, le Sahel n'était plus une ligne de faille. Il devenait un nœud stratégique. Les analystes à Washington ont vu une expansion non occidentale majeure. Les chancelleries ont parlé de réalignement, mais dans les rues de Ouagadougou, les tambours ont recouvert ces mots. Là, la scène paraissait simple. Pour la première fois, l'Afrique se regardait dans son propre ciel. Des écrans scolaires diffusaient des cartes radars. Des enfants applaudissaient la preuve visuelle d'une autonomie nouvelle. La rhétorique d'Ibrahim Traoré, ce n'est pas de la poésie, c'est de la stratégie, a ancré ce moment. En quelques mois, les marchés de Gao et de Bamako se sont rouverts, les routes commerciales ont repris, et le terme « sécurité » a cessé d'être synonyme de tutelle étrangère. Ce que l'Ouest lisait comme défi, les citoyens vivaient comme délivrance. Pourtant, la transformation ne se réduit pas à une scène triomphale. Le pacte du Sahel a aussi réécrit les rapports de données. Satellites, formation, production minière, énergie. Chaque axe est conçu pour inverser la dépendance. Au lieu d'importer la stabilité, le bloc Sahel l'exporte en confiance. Et voilà ce qui en découle. Quand un peuple commence à se voir, il n'attend plus qu'on le lui dise. Au lendemain de la déclaration de Ouagadougou, Ibrahim Traoré s'est imposé comme le visage d'un nouveau réalisme africain. Pas de discours flamboyant, un ton calme, des phrases coupées nettes, presque militaires. Autour de lui, les ministres du Mali et du Niger parlaient moins de symboles que de protocoles. Ce contraste a marqué le virage. Le geste politique devenait ingénierie. Dans les premiers mois, les effets ont été tangibles. 3 centres de commandement, Bamako, Niamey, Ouagadougou, ont relié leurs systèmes sous un même réseau satellite. Pour la première fois, les officiers africains observaient leurs frontières à partir de données qu'ils possédaient. Cette autonomie cognitive a produit un choc silencieux. En moins de 100 jours, la dépendance informationnelle héritée de décennies s'était fissurée. Les témoignages affluents, enseignants projetant des cartes en classe, ingénieurs calibrant les radars, commerçants retraçant des routes rouvertes. Dans chaque récit, un mot revient. Voir. Ce verbe devient la métaphore d'un continent qui, après avoir été observé, commence à s'observer lui-même. Ibrahim Traoré ne décrit pas cela comme une revanche, mais comme une réparation méthodique. La reprise du regard, le contrôle de la narration. Et ce changement, invisible pour les caméras, déplace pourtant le centre de gravité d'un pouvoir séculaire. Celui qui détenait les images détenait la vérité. Le Sahel vient d'en inverser l'axe. Quand un peuple commence à se voir, il n'attend plus qu'on le lui dise. Tout a commencé par des avions sans emblème.
Quelques jours après la signature de la déclaration de Ouagadougou, des appareils cargo russes ont atterri à Bamako, Niamey et Ouagadougou. Aucune parade, aucune annonce. Seulement le vrombissement discret des moteurs et le déchargement méthodique de conteneurs marqués d'un simple code A et S. À l'intérieur, radars drones, unités de communication cryptée. Ce flux silencieux a inauguré la phase que les stratèges appellent le transfert de souveraineté. Les troupes ne changeaient pas de camp, elles changeaient de cadre. Au lieu de recevoir des directives, les officiers africains écrivaient désormais les leurs. Ibrahim Traoré, lors de sa première conférence post-pacte, l'a résumé en une phrase. La sécurité doit servir le peuple, pas ses sponsors. Cette ligne a déclenché des applaudissements jusque dans les villages du Gourma. Les semaines suivantes, les transformations se sont succédées. En 3 mois, le trafic commercial du couloir de Gao, fermé depuis des années, reprenait. Les attaques transfrontalières ont chuté de 35%. Les analystes du Pentagone parlaient de effet boule de sable. L'autonomie africaine s'étendait comme une onde. À Paris, l'état-major suivait l'évolution heure par heure. Les journaux titraient « Le désert s'arme ». Mais sur le terrain, le vocabulaire était autre. Les officiers parlaient d'apprentissage. Les habitants disaient réparation. Au Mali, des étudiants observaient les radars en direct. Au Niger, des techniciens formaient les premiers opérateurs satellites. Au Burkina Faso, le centre de commandement de Ouagadougou devenait le cœur du réseau africain de surveillance. La boucle se fermait. Pour la première fois, le Sahel se défendait avec ses propres yeux. Puis vint la deuxième onde, l'énergie. Ibrahim Traoré, reprenant la métaphore du sang de la souveraineté, lança en 2025 l'initiative Rosatom Energy Wave, un programme nucléaire et solaire visant à rendre la région autosuffisante d'ici 2030. Au Niger, un réacteur de 300 MW vit le jour. Au Mali, une académie nucléaire accueillit ses premiers 400 étudiants. Au Burkina Faso, plus de 2000 MW solaires furent planifiés pour électrifier toutes les zones rurales. Chaque chantier devenait un symbole, chaque mégawatt une victoire politique. En un an, le bloc AES réduisit les importations d'énergie de 45%, économisant 600 millions de dollars. Ces fonds furent réinjectés dans les routes, les écoles et les hôpitaux. L'onde atteignit les capitales occidentales. Le FMI parla d'un modèle déstabilisant, l'Union européenne d'un précédent risqué. Mais dans les marchés de Ouaïgouya, les mots étaient plus simples. Nous empruntons la connaissance, pas les chaînes. Ainsi l'événement initial, la signature, devint le déclencheur d'une mutation systémique. Avant, le Sahel attendait des ordres. Après, il fixait des standards. Ibrahim Traoré n'avait pas promis la liberté comme idéal, mais comme procédure. Les chiffres ne sont pas décoratifs dans le récit d'Ibrahim Traoré, ils en sont l'ossature. Le bouclier africain représente environ 1,2 milliard USD de coûts initiaux, soit moins de la moitié de ce que le bloc du Sahel dépensait chaque année en sécurité externalisée. Ce delta de 50% explique pourquoi, dès 2026, les soldes budgétaires du Burkina Faso et du Niger se sont redressés de 0,8 points de PIB. La dépense diminuait, mais la défense s'améliorait. Deuxième repère, l'énergie. La Rosatom Energy Wave mobilise 22 milliards USD d'investissement sur 7 ans. L'Alliance a déjà économisé 600 millions USD par an grâce à la substitution des importations d'électricité. Ce ratio, 2,7% du PIB régional, mesure la transition d'un modèle de dépendance à un modèle de capture de valeur. Chaque dollar épargné est réinjecté dans les routes, les hôpitaux, les écoles. Troisième repère, la sécurité humaine. Dans la zone des 3 frontières, les attaques ont chuté de 40% entre 2025 et 2026. La corrélation avec la mise en service du réseau satellite africain est nette. La surveillance en temps réel a remplacé la réactivité tardive. Là où le renseignement était acheté, il est maintenant produit. Ces 3 données dessinent une ligne. Baseline, delta. Avant, dépendance. Après, efficience. Entre les deux, la politique devient calcul. Ibrahim Traoré n'a jamais présenté le plan comme idéologique. Il le décrit comme un système mesurable où chaque gain se traduit en résultat. Mais ces chiffres ne suffisent pas à rassurer les observateurs occidentaux. Le FMI y voit une asymétrie de risque. L'Union européenne parle de dépendance technique.
Pourtant, le contrat contient une clause de propriété totale à 15 ans, garantissant que toutes les installations passeront sous contrôle africain. Autrement dit, le temps remplace la tutelle. Dans les villages autour de Kaya, l'effet est visible. Écoles éclairées, hôpitaux ouverts 24 heures, marchés nocturnes en activité. Les statistiques deviennent paysages. Et quand les médias occidentaux parlent de « influence russe », les habitants répondent « nous voyons nos propres lumières ». Ainsi, le Sahel convertit les pourcentages en perception. L'indépendance cesse d'être abstraite, elle devient observable. Et dans les rapports de l'ONU, un terme apparaît désormais. Stabilité autogénérée. La ligne baseline, Delta Silly comme une signature de méthode, celle qu'Ibrahim Traoré résume en une formule. La force n'est pas dans l'isolement, mais dans l'intégration à nos conditions. Les critiques de l'Occident ne manquent pas. Le premier argument dit « Le Sahel s'expose à une nouvelle dépendance, simplement déplacée vers Moscou ». Le second prétend « Les institutions locales manquent de transparence pour gérer un tel transfert de pouvoir ». Ces deux thèses, souvent reprises dans les rapports de Bruxelles ou de Washington, traduisent une même peur, que la souveraineté africaine devienne un précédent global. Face à ces objections, Ibrahim Traoré répond sans emphase « Les accords comportent des clauses de propriété et des audits publics rédigés par les ministères africains eux-mêmes. Le contrôle ne réside plus dans le financement, mais dans la maintenance. » Quand un ingénieur burkinabé forme un technicien nigérien sur une station solaire, ce n'est pas une influence russe. C'est un transfert sud-sud. Un autre point de friction concerne la sécurité régionale. Les chancelleries occidentales affirment qu'un réseau militaire autonome pourrait affaiblir la coordination antiterroriste. Pourtant, depuis la création du bouclier africain, les raids transfrontaliers ont diminué de 35%, et les pertes civiles sont tombées à leur plus bas niveau en 10 ans. Les faits contredisent la crainte. Le troisième argument, plus subtil, accuse le modèle Traoré de sacrifier la démocratie au profit de la souveraineté. Mais la réalité empirique montre autre chose. La confiance civique a augmenté, la participation communautaire aussi. Quand les villages voient leurs écoles électrifiées et leurs marchés sécurisés, la politique cesse d'être un débat théorique. Elle redevient un service. Le Stillman, ici, ne vise pas à ridiculiser l'adversaire. Il admet la complexité. Oui, un partenariat avec Moscou comporte des risques. Non, l'autonomie africaine n'est pas exempte d'erreurs. Mais la charge de la preuve s'inverse. Pour la première fois, c'est l'Afrique qui expérimente et le monde qui observe. Et si, comme le suggère Ibrahim Traoré, la démocratie conditionnelle était remplacée par la responsabilité mesurable? Ce n'est pas la force qui change le monde, c'est la structure. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré au milieu de 2026, a marqué le pivot narratif du projet Sahel. En 8 mots, il redéfinissait la souveraineté non comme émotion, mais comme ingénierie. Dans les faits, le bouclier africain entrait dans sa phase silencieuse, la coordination des flux d'énergie, de défense et de données. 3 réseaux, électriques, numériques, logistiques, fusionnaient en un seul protocole. Les analystes de Pékin l'ont appelé souveraineté intégrée, l'Occident, plus nerveux, y voyait un blackout stratégique. Mais sur le terrain, les résultats parlaient d'eux-mêmes. Moins de coupures, plus de transparence, plus de coordination interrégionale. À ce stade, l'expérience cessait d'être un pacte d'élite pour devenir un système reproductible. Les universités africaines ajoutaient des modules gestion souveraine, les ingénieurs formaient des équipes locales sans dépendre d'experts étrangers. Le Sahel cessait d'être un champ d'essai, il devenait un modèle d'équilibre. Et l'idée la plus puissante, que la stabilité puisse naître du calcul local, s'installait comme un nouvel axiome. À partir d'ici, l'histoire bascule. Les retombées du projet Sahel se lisent à 4 niveaux, national, diplomatique, sociétal et régional. Sur le plan national, les chiffres sont clairs. Au Burkina Faso, le taux d'électrification a dépassé 80%, un record historique. Les hôpitaux ruraux fonctionnent désormais jour et nuit, et les marchés nocturnes réapparaissent. Ce que les habitants nomment indépendance visible correspond à une bascule énergétique, pas à une rhétorique politique. Ibrahim Traoré l'avait dit, la liberté n'existe que si tu peux alimenter ta lumière. Sur le plan diplomatique, la mutation est plus brutale. Entre 2025 et 2026, la France a retiré ses troupes,
L'Union européenne a suspendu plusieurs programmes et le FMI a reconnu que le modèle sahélien désynchronisait les cadres de dépendance. Les États-Unis, confrontés à une perte d'influence, ont réuni des groupes de travail d'urgence. Ce n'est plus l'Afrique qui répond, c'est l'Occident qui s'ajuste. Côté sociétal, l'effet est intime. Des femmes dirigent des coopératives énergétiques, des jeunes développent des fintech agricoles basés sur des données satellites locales. Les mots-clés ne sont plus aide et réforme, mais production et itération. Dans chaque ville, la souveraineté devient un acte quotidien. Allumer une lampe, former un élève, vendre sans dépendre. Enfin, au niveau régional, l'Alliance du Sahel, AES, fonctionne comme un amortisseur collectif. En 2026, elle crée un fonds de réserve de 2,8 milliards d'USD destiné à compenser les sanctions ou les chocs extérieurs. Quand l'un des membres subit une pression économique, les autres compensent. Le mot solidarité cesse d'être une valeur pour devenir une infrastructure. L'impact géopolitique est immédiat. La Chine observe, l'Inde négocie, le Brésil et l'Afrique du Sud veulent rejoindre le corridor sud. L'Afrique cesse d'être une zone d'influence. Elle devient un axe de gravité. Mais la conséquence la plus subtile reste psychologique. La confiance. Pour la première fois depuis l'indépendance, les citoyens voient l'État fonctionner, non par promesse, mais par preuve. Et c'est cette preuve visible et mesurable qui effraie les anciennes puissances. À Washington, un mémo interne résumait la situation. Le Sahel n'est plus une zone d'assistance, but une zone autonome. Ce constat, plus que tout autre, marque la bascule d'époque. À ce stade du récit, le Sahel se trouve dans une zone charnière. Les 12 prochains mois détermineront si l'expérience AES se consolide ou se fissure. 3 scénarios se dessinent. De base, optimistes et critiques, chacun révélant la tension entre ambition et endurance. Scénario de base. La trajectoire reste stable. Les projets énergétiques poursuivent leur développement. La production solaire atteint 70% de la capacité prévue. Le fonds de réserve de 2,8 milliards USD suffit à amortir les pressions extérieures. Ibrahim Traoré maintient la discipline institutionnelle, audit public, transfert technologique, planification à 10 ans. Le modèle s'enracine sans flamboyer, mais avec cohérence. Scénario optimiste. L'intégration économique s'accélère. Les réseaux ferroviaires et numériques relient Ouagadougou, Bamako et Niamey en une ceinture du savoir. Ce corridor de 200 km devient un symbole tangible de la souveraineté partagée. La jeunesse africaine, formée localement, alimente le cycle. Les exportations d'électricité vers les pays voisins ouvrent une ère nouvelle. Pour la première fois, l'Afrique devient fournisseur net d'énergie propre. Scénario critique, les pressions extérieures s'intensifient. Campagne de désinformation, spéculation sur les matières premières, chantage financier. Le risque n'est pas militaire mais psychologique. La lassitude, la division, la tentation d'un retour à la dépendance commode. Si l'unité du bloc AES se fissure, les gains pourraient s'éroder. Face à ces chemins, Ibrahim Traoré évoque une souveraineté avec structure. Il n'oppose pas les scénarios, il les hiérarchise. Dans son discours à la nation, il résume ainsi « Si l'autonomie veut survivre, elle doit devenir prévisible ». Cette phrase vaut manifeste. Elle définit la nouvelle norme africaine, la liberté comme protocole, pas comme miracle. La question reste ouverte, le Sahel peut-il maintenir cette discipline sans étouffer l'élan ? La révolution du Sahel n'est pas seulement institutionnelle, elle touche les gens. 3 groupes en portent la trace directe. Parlons d'abord du groupe A, les communautés rurales. Dans les villages du nord du Burkina Faso, la lumière électrique n'est plus un luxe. Les femmes utilisent des pompes solaires pour l'irrigation, les enfants étudient après le coucher du soleil. Ce simple prolongement de la journée change tout. Productivité, éducation, dignité. Ce n'est pas une théorie, c'est la souveraineté qui éclaire. Ensuite, le groupe B, la jeunesse urbaine. À Bamako et Ouagadougou, des startups émergent dans la fintech, l'agrotech, l'IA appliquée à la logistique. Ces jeunes entrepreneurs ne partent plus chercher un futur ailleurs. Ils le bâtissent ici. L'énergie, bons de marché et les données locales deviennent leur matière première. Ce n'est plus une génération de fuite, mais de conception. Enfin,
Le groupe C, la diaspora silencieuse. Depuis Paris, Abidjan ou Montréal, des ingénieurs et chercheurs rejoignent les projets du bloc AES à distance. Le flux inverse du brain drain commence. Ce retour symbolique clôt une boucle historique. L'Afrique n'attend plus qu'on la sauve, elle s'invite à sa propre renaissance. Dans cette interaction entre le village, la ville et le monde, Ibrahim Traoré devient plus qu'un chef d'État, un prisme. Il incarne la possibilité que la souveraineté soit vécue, non déclarée. Et ce vécu transforme la perception même du mot indépendance. Il ne s'agit plus de rupture, mais de continuité assumée. Pour que le modèle du Sahel survive à l'euphorie, il doit se traduire en séquences concrètes. Ibrahim Traoré l'appelle « la souveraineté avec structure ». 4 étapes forment cette feuille de route. Commençons par la première étape, consolider la sécurité intégrée. Le bouclier africain doit passer du stade militaire à une plateforme de veille civilo-économique. Les données collectées ne servent plus seulement à défendre, mais à planifier. Routes, réseaux, stocks alimentaires. La deuxième étape consiste à achever l'autonomie énergétique. L'objectif de 2030, électrifier 100% des zones rurales, exige des partenariats publics-privés africains financés par les recettes internes. Chaque mégawatt localisé renforce le pouvoir politique autant que la lumière physique. Troisièmement, il faut institutionnaliser la coopération sud-sud. Les échanges de compétences entre ingénieurs, agronomes, enseignants deviennent le ciment d'un savoir africain commun. L'alliance AES se transforme en forum de standards. Non plus importer des modèles, mais exporter des méthodes. Enfin, la quatrième étape vise à mesurer la souveraineté. Un indicateur inédit, le Sovereignty Index, est en préparation. Il regroupera données économiques, énergétiques et sociales pour quantifier la capacité réelle d'un État à décider sans dépendre. Ce tableau de bord scellera l'héritage d'Ibrahim Traoré, transformer la dignité en métrique. Si cette feuille de route tient, l'Afrique cessera d'être un sujet de narration mondiale pour devenir un centre de données sur elle-même. Et comme le répète Traoré, le futur n'est pas à prévoir, il est à calibrer. Sous le dôme du centre de commandement de Ouagadougou, les écrans bleus reflètent des visages africains qui, jadis, regardaient vers l'extérieur pour comprendre leur propre ciel. Aujourd'hui, ils le scrutent avec fierté. Cette image, un officier, une ingénieure, un élève, résume la trajectoire. Ibrahim Traoré n'est plus seulement un acteur géopolitique. Il est devenu le motif d'un récit collectif, celui d'un continent qui se redéfinit par la maîtrise. Le mur qu'il évoquait autrefois n'est pas de béton, il est de confiance. Les fondations sont des systèmes, les briques sont des données. L'Afrique, longtemps cartographiée par d'autres, dessine désormais ses propres frontières mentales. Et au milieu de cette architecture symbolique, une phrase revient, simple et tranchante. Ce n'est pas la guerre qui fait la liberté, c'est la cohérence. Les lumières qui s'allument à travers le Sahel sont plus qu'un progrès technique. Elles sont la métaphore d'un peuple qui s'autorise à durer. Alors que les satellites du Sahel tournent au-dessus du désert et que les nouvelles lignes électriques tracent des veines lumineuses à travers le continent, une certitude s'impose. L'avenir de l'Afrique ne sera plus écrit ailleurs. Il se construit ici par ceux qui ont choisi de rester debout. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'appelle pas à l'adoration, mais à la participation. Elle invite chaque Africain, chaque observateur à poser une question simple. Que signifie être libre à l'ère des dépendances invisibles ? Si la souveraineté se mesure aujourd'hui en kilowatts, en données ou en confiance, alors chacun peut en devenir le gardien. Le projet Sahel n'est pas un manifeste contre le monde, mais une démonstration de maturité. Il dit « Nous n'avons pas besoin de permission, seulement de persévérance. Commenter, discuter, questionner, car la conversation sur la souveraineté ne s'achève pas ici. Elle commence à peine sous les lumières que le continent allume lui-même.